des forces armées de la République démocratique du Congo en matière de violences sexuelles au moment où des groupes armés abusent des femmes et filles dans le pays. En province orientale, le chef de bureau de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo se déclare disposé à appuyer les gouvernements dans l'opération de relocalisation des rebelles hutu-rwandais des FDLR. Les questions brûlantes d'actualité ont amené les membres de la société civile à entreprendre des concertations avec des décideurs de la sphère politique en vue de se faire une idée sur ce qu'il en est exactement. Ils ont été chez Aubin Mina. Ouvrons ce journal avec ce nouveau groupe qui va bénéficier dès cet après-midi de la loi d'amnistie. Le porte-parole du gouvernement a rendu public tout à l'heure la liste de ces bénéficiaires de la grâce présidentielle. Au total, 272, dont la majorité et des combattants de l'ex-mouvement du 23 mars. Autre point évoqué avec la presse, le décès du général Baouma et l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola à Djera, dans la province de l'Équateur. La société civile a approché hier le président de l'Assemblée nationale en vue de faire avec lui un tour d'horizon de l'actualité, étant donné que le mouvement associatif estime nécessaire de prendre position dans les débats en connaissance de cause. C'est le début de consultation initiée par la société civile. Alain Boma. Ces hommes et femmes en face du président de l'Assemblée nationale, font partie de la société civile. Ils ont rencontré Aubin Mina ce mardi pour exposer les desiderata de la population sur les enjeux de l'heure. Nous venons de lancer officiellement les consultations que la société civile vient d'initier pour requérir les informations à la base. Parce qu'on ne retrouve pas notre cause, nous nous sommes dit, nous allons vers les décideurs, d'abord les institutions du pays, puis après les politiques, donc la majorité. Ces membres de la société civile promettent dans les jours à venir rencontrer le président du Sénat et le Premier ministre avant de discuter avec les acteurs de la majorité comme de l'opposition. Une feuille de route sur le rapatriement des 1500 rebelles hutu-rwandais d'FDLR et le retour en RDC d'anciens éléments du mouvement du 23 mars réfugiés au Rwanda et amnistiés sera prochainement disponible à partir de la coordination nationale du suivi des mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba et le secrétariat exécutif de la CIRGL, François Mwamba et Alphonse Toumbaloaba en ont débattu hier. C'est un véritable casse-tête régional, la présence indésirable de 1500 rebelles rwandais des FDLR dans les brousses congolaises. Une équation pour la République démocratique du Congo et tous ses 11 voisins. Les rebelles rwandais conditionnent leur rapatriement à un dialogue politique au Rwanda, un préalable que ne connaît pas l'accord cadre d'Addis Abeba. En voilà une ambiguïté que cherche à résoudre la CIRGL, les mécanismes régional et national de suivi de l'accord de la capitale éthiopienne. C'est l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, la feuille de route en rapport cette fois-ci avec le processus de rapatriement de ceux des ex-éléments M23 éligibles à l'amnistie, puisque vous le savez, ils ne les sont pas tous. Il y en a qui ont pour destination la justice, il y en a qui ne sont pas congolais, leur place est chez eux, mais ceux qui sont congolais et qui sont à l'étranger doivent pouvoir entrer dans un processus DDR qui commence donc par le rapatriement. Pour faire cela, le gouvernement de la République du Congo avait pris l'engagement qu'avant le mois d'octobre, il y aurait une feuille de route et donc cette réunion nous a permis de démarrer ce processus-là et cette feuille de route, je le dis, sera effectivement finalisée, notamment à l'occasion de l'évaluation qui s'est faite fin septembre à New York. Voilà. Autre équation pour François Mwamba, Toumbaloaba et le général Kalumé, le rapatriement des ex-M23 amnistiés. Ce processus prendra fin avec la phase de la réinsertion des ex-combattants éligibles à la vie civile. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a maintenant lieu de préciser les choses à travers une feuille de route. Nous en sommes au niveau du projet. Cette feuille de route sera prête pour fin septembre, notamment à l'occasion de discussions qui vont se faire
très précisément le 22 septembre à New York. Donc je vous donne rendez-vous à cette occasion-là pour que chacun puisse prendre connaissance du rythme et de la manière dont les choses vont se faire. C'est un engagement, ça va se faire. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais nous avons maintenant pris la vitesse de croisière, qu'on fasse confiance au gouvernement de la République démocratique du Congo. Comme pour tous les autres engagements, celui-là sera tenu. Les 1500 rebelles rwandais à faire la tête dure sont les derniers. 10 000 d'entre eux ont déjà quitté le Congo à petit feu depuis déjà 13 ans. D'autres rebelles hutus-rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda seront relocalisés à Kisangani et dans cette perspective, le chef du bureau ad intérim de la MONUSCO en province orientale promet la disponibilité de sa mission à prêter main forte au gouvernement congolais. Amadi Diallo l'a déclaré à Christian Elongo. Ce que je peux vous dire par rapport à l'état de préparation est que au niveau de Kisangani aussi, on a apporté, la MONUSCO a apporté son appui au gouvernement provincial dans le cadre de la préparation du camp de transit. Donc, en termes d'appui logistique pour aménager les structures du camp, notamment la mise en place de la clôture. Et justement, c'est dans ce cadre qu'on a apporté notre appui au gouvernement provincial. La question de la sensibilisation de la population est une tâche qui relève du gouvernement provincial. Et sur cette question, il a été instruit par l'autorité nationale et le gouvernement provincial de pouvoir mener, je pense que ma mémoire est exacte, que le gouverneur de la province orientale a bien gouverné cette question ici avec la population de la province orientale. Pour l'instant, la seule instruction que nous avons, c'est apporter notre appui logistique. Maintenant, tout ce qui est de la gestion du camp ne relèvera pas de la MONUSCO à ma connaissance. La 8e région militaire a un nouveau commandant. Il s'agit du général de brigade Emmanuel Lombe, nommé lundi dernier, successeur du feu Baouma, qui a tenu hier sa première réunion à Goma. Voici le nouveau commandant de la 8e région militaire des FARDC. Le général de brigade Emmanuel Lombe, nommé lundi dernier par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il succède ainsi au général-major Jean-Lucien Baouma, décédé samedi en Afrique du Sud. Emmanuel Lombe va également coordonner l'opération Soukola contre les rebelles ougandais des ADF Nalu. Le nouveau premier a tenu hier mardi sa première réunion de prise de contact à Goma. Emmanuel Lombe, officier supérieur issu de l'école de formation des officiers, a notamment commandé l'opération Roudia 2 contre les rebelles de la LRA à Dungu en province orientale de 2011 à 2013, avant qu'il ne soit mis à la disposition de l'état-major général des FARDC à Kinshasa. Ce nouveau commandant hérite également de la traque des FDLR, ces rebelles rwandais qui hésitent à désarmer et à se relocaliser. Lors de son point de presse hebdomadaire, la MONUSCO a donné des éclaircissements sur ce refus des FDLR à être délocalisés. Depuis Goma, Martin Kobler explique les causes de ce blocage. La première raison, voilà, c'était une sorte de misperception de l'offerte de CIRGL et SADC de dire alors vous avez 6 mois. Si on dit alors vous avez 6 mois, la pression militaire arrête. Et puis on entre en négociation, on fait la reddition volontaire, on a le temps, jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. La deuxième, ils ont des demandes politiques. Ici, ils disent alors on va avancer avec la reddition volontaire si on a une assurance pour la protection des réfugiés Hutus, ici les réfugiés rwandais dans le pays. Ou si on a voilà une entrée au Rwanda pour participer au processus politique. Avec nous, MONUSCO, nous ne sommes pas impliqués sur les questions politiques. Pour faire ça 100% clair, et c'est ce qu'on dit au FDLR aussi,
nous avons un mandat de neutraliser les groupes armés. Ils doivent arrêter sans condition de combattre, de terroriser la population. Et c'est le plan maintenant du gouvernement. Mais c'est ce qui bloque. Le délai de 6 mois, mais aussi, puis, alors, ils pensent qu'on aura une solution politique. C'est pas notre chose. Nous suivons notre mandat. Nous voulons la neutralisation des FDLR sans condition. FDLR ou autres forces négatives, on ignore jusqu'à présent l'identité des ravisseurs qui ont kidnappé 2 médecins qui ont ensuite été libérés vers Mabenga dans le parc des Virunga. Nous sommes donc là dans la province du Nord Kivu, des docteurs qui ont été conduits auprès du gouverneur Julien Paluku. Celui-ci a présenté ses remerciements à tous ceux qui ont concouru à cette libération. Patrick Sialoua signe la correspondance. Claire a battu, ces 2 médecins ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de l'autorité provinciale à qui ils sont venus adresser leurs remerciements ce mardi dans la matinée, accompagnés de l'administrateur de Rutshuru. Le docteur Minani Ndabawege de l'hôpital général de Goma, visiblement abattu, raconte les circonstances de leur kidnapping. Et on partait pour un deuil à Butembo du prof Makelele et c'était juste le matin à 8h, juste en dépassant le pont Mabenga. On était dans le minibus et on a vu 3 messieurs avec des bottines en plastique de couleur verte et ils sont arrivés, ils ont demandé à tout le monde de sortir dehors. Ils avaient de vieux fusils. J'ai demandé à tout le monde de sortir dehors. Ils ont pris les téléphones de tout le monde et du coup ils ont pris son téléphone. Ils lui ont demandé de rester là-bas et moi aussi ils m'ont demandé de rester. Tout le monde devait rentrer sinon ils allaient tirer et les bus étaient partis. C'est ainsi qu'ils nous ont ramassés. Ils sont partis avec nous dans la forêt. À en croire le docteur Minani à côté de son collègue Ananias Ajouamungu, le gouverneur Julien Paluku Kahongia s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que de tels cas ne puissent plus se reproduire au Nord Kivu. Le gouverneur nous a rassuré qu'effectivement, ils sont conscients de la situation, de la recrudescence des cas d'insécurité dans ce coin. Et il a dit que ce qui est plus important, qu'on aille d'abord prendre un petit repos, vous savez qu'on a été traumatisé, et qu'on va maintenant en parler à tête reposée, parce que nous avons eu effectivement à faire un PV à Rutshuru, etc., avec les services de sécurité. Alors, il a dit que non, ce dossier, effectivement, toute la province tient compte de ça et toutes les autorités, effectivement, se sont engagées. Il y avait la MONUSCO, il y avait l'armée, il y avait la police. Et nous avons senti l'engagement de tout le monde et nous sommes sûrs que peut-être à partir de ça, ça peut être une occasion afin que les choses comme ça ne puissent pas se répéter, ça puisse protéger beaucoup de gens. Malgré la pression des services de sécurité sur les kidnappeurs, une somme d'argent leur a été octroyée par les familles de ces 2 médecins sur les $20,000 américains qu'ils exigeaient. Contrairement aux groupes armés, les FARDC font montre de bonne figure en matière de violences sexuelles puisque le taux des cas de viol qu'ils ont perpétrés est en nette diminution. Pendant ce temps, des rebelles font pire. C'est probablement un signe positif de moralisation au sein des forces armées de la République démocratique du Congo si l'on se fie aux statistiques rendues publiques sur les auteurs des violences sexuelles en RDC durant 3 ans. Le pourcentage des militaires violeurs est passé de 13% en 2011 pour 8,5% en 2013. Des chiffres qui illustre les efforts fournis au sein de l'armée de la police nationale congolaise, a souligné la ministre du Genre et de la Famille lors de la présentation du plan d'action des FARDC pour la lutte contre les violences sexuelles. Comparé aux statistiques de 2013, pour les miliciens, nous sommes à 54,9%. Pour les civils, excusez-moi. Pour les miliciens, nous sommes à 36,6%. Et pour les FARDC, nous sommes à 8,5%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les efforts qui sont fournis dans le corps des civils, des FARDC de la police nationale produisent des fruits, produisent des résultats. Par ailleurs, le taux des miliciens reste élevé. 26% des viols en 2013 sont attribués aux groupes armés. Et pour la ministre du Genre, il appartient à la communauté internationale de mettre fin aux agissements de ces forces négatives. Nous voulons que l'impunité cesse au sein des pays qui instrumentalisent les groupes armés chez nous. Et aussi qu'on punisse, conformément aux différents rapports d'experts des Nations Unies, les multinationales qui entretiennent les milices chez nous pour exploiter
exploiter illicitement nos minéraux. Ça, c'est très important. L'on espère qu'avec la mise en place du plan d'action des FARDC contre les violences sexuelles et l'implication de la communauté internationale, la République démocratique du Congo va redorer son image, longtemps ternie suite au taux élevé des violences sexuelles. La campagne contre la fièvre hémorragique Ebola devrait s'étendre aux hommes et femmes des médias qui ont été conviés hier par le programme des Nations Unies pour le développement à s'impliquer. La sensibilisation de l'opinion sur l'épidémie est perçue à ces sujets comme de haute portée. Depuis la confirmation de la présence en RDC de la maladie à virus Ebola, le gouvernement congolais et les différents partenaires s'activent au quotidien pour stopper la chaîne de propagation. Et ce mardi, ce sont les professionnels des médias qui ont été sensibilisés sur la question. Des éclaircissements leur ont été fournis au sujet des informations générales sur la maladie, entre autres les différentes formes de manifestation du virus. Fièvre, faiblesse intense, douleurs musculaires, maux de tête, diarrhée, vomissements, mais aussi sur le mot de contamination. À noter que le virus se transmet d'une personne malade à une autre par contact direct avec les liquides organiques, notamment le sang, les urines, les selles, la salive, le sperme, la sueur, les sécrétions vaginales. À ce jour, depuis la réapparition du virus à Djera dans la province de l'Équateur, 53 cas ont été détectés. Et dans le lot, on a noté à ce jour 13 cas confirmés, 13 cas probables, 21 cas suspects et 31 décès. Les efforts fournis par le gouvernement congolais avec les différents partenaires ont pu contenir jusqu'à ce jour la maladie dans le secteur de Djera, très enclavé, situé à 68 km de la cité de Bouendé, à 600 km de Madaka et à plus de 1200 km de Kinshasa. Aucun souci donc à se faire quant à sa propagation dans la capitale. Les journalistes ont été appelés à diffuser de la meilleure façon l'information sur l'épidémie actuelle et à vulgariser davantage les mesures spécifiques que le gouvernement met en place tout en sensibilisant la population sur les règles d'hygiène. Pour les 53 000 habitants de... Polémique autour du pouvoir traditionnel au Kasaï occidental où les autorités traditionnelles stigmatisent la prolifération des entités traditionnelles fictives dans la province en même temps qu'elles s'en prennent à ce qu'elles qualifient de remplacement injustifié de leurs collègues reconnus et la délocalisation de certains groupements des secteurs vers la ville et vice-versa. Comme solution, elle suggère à la Commission électorale nationale indépendante de supprimer de ces listes toutes les entités fictives. Soleil Toumba. Demandons à la CENI de bien vouloir clarifier la nature et l'orientation de la cartographie en cours dans notre province. D'élaguer sur ces listes toutes les entités fictives et autres qui n'ont pas de lien direct avec la détermination des sites de vote dans les futures circonscriptions électorales. Au gouvernement de la République d'examiner et d'y trouver des réponses adéquates, de préférence avant les prochaines échéances électorales, le cas particulier de la province du Kasaï occidental, qui bat tous les records en termes de nombre de groupements de fêtes. Notez bien, 569 groupements de fêtes sur les 811 de l'ensemble du pays aux institutions provinciales. De prendre des mesures courageuses pour décourager et mettre hors d'état de nuire tous les cadres de l'administration territoriale qui se sont compromis en faisant de la création de nouveaux groupements leur fonds de commerce, ouvrant de la sorte la voie à l'émiettement de notre communauté, à la désintégration de notre fragile volonté de vouloir vivre ensemble et jetant des bases d'une confrontation à large échelle préjudiciable à la bonne tenue de prochaines élections. Merci Soleil Toumba pour avoir tendu ton micro au porte-parole des chefs coutumiers du Kasaï occidental. Des informations sont appuisées aussi dans la presse parue ce matin à travers les lignes parmi les exceptions que reprend le phare à soulever par le panel d'avocats chargés de la défense du député Ewanga poursuivi devant la Cour suprême de justice pour offense au chef de l'État et discrimination raciale. C'est celle concernant précisément l'ordonnance présidentielle prise en 1960
1963 et instituant à cette infraction qui fait le plus débat. Mine de rien, la politisation du dossier du député Jean-Bertrand Ewanga risque de réveiller les chats qui dorment, les héritiers spirituels de Lumumba. Un terrible défi à relever, celui de la fidélité ou de la trahison du héros national. Intéresser la communauté nationale va désormais porter un regard spécial sur une affaire qui relance la guerre entre lumumbistes et les auteurs du coup de force de 1960 ayant inauguré la série de règlement des comptes politiques en territoire congolais. Avec la découverte de la borne 22, Géopolis note la fin de la démarcation de la frontière terrestre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les membres des deux délégations se sont basés sur les coordonnées géographiques qui se retrouvent sur le protocole d'accord de 1911. L'enjeu de cette opération pour les deux pays est d'éclaircir plusieurs zones d'ombre qui planent sur la question de leurs frontières communes. Cette question de délimitation des frontières est à la base de plusieurs incidents entre la RDC et le Rwanda. La prochaine étape consistera à planifier une opération similaire pour les frontières lacustres et donc la Commission devra présenter son rapport le 15 septembre prochain lors d'une séance de validation à Kigali. Fin de ce point d'actualité, Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.